up in the sky. It's a bird. It's a plane. Non, c'est Comics Outcast. Bonsoir à toutes et à tous et soyez les bienvenus dans Comics Outcast, l'émission qui vous parle de comics et de ses univers. Nous sommes le vendredi 10 octobre et il n'y a pas Koh-Lanta. Et comme chaque quinzaine, on discute en toute mauvaise foi des publications récentes et on débat en se jugeant. Ici, on déconne, on se moque, on tente de rester un poil sérieux, mais vous l'aurez compris, je ne suis pas seul. Avec moi, 3 chroniqueurs, ils sont avec moi car Marvel a trouvé qu'ils ne méritaient pas leur propre série. Oh, nul. On va dire bonjour à Adrien. Yo. Qu'est-ce que tu lis en ce moment ? Moi je lis Spread. Ah, vachement bien. Voilà. Ok, Ben, bonsoir. Bonsoir, moi je lis pas, je joue. Je joue à Disney Infinity 2.0 sur PS3. On dirait un peu une pub. On dirait un peu un gamin surtout. En fait, c'est pas juste Disney, c'est Marvel évidemment. Donc Thor, Iron Man, voilà tout ça. Je joue et je m'éclate. Cool. Et enfin, on a Joe. Bonsoir Joe. Bonsoir à tous. Premièrement, ça va bien. Je Oui, réponds ça à ta va. première question. Et à ta deuxième question, en ce moment, je lis un truc mortel. Je réponds avant que tu poses. Qui s'appelle Afterlife with Archie chez Archie Comics. ça a l'air C'est super hyper bien. bien. C'est une adaptation de trucs un peu adolescents, mais avec des zombies par Francesco Francavilla au dessin. Et ça tue la gueule. On en parlera plus tard, j'en suis sûr. J'en ai entendu parler en effet. Alors, au sommaire ce soir, on va parler de Storm, on va parler de Trees, on va parler de Batmanga. Gaylord va nous présenter The Wake dans son petit reportage. On fera un dossier sur Thor, dont vous avez forcément entendu parler ces dernières semaines. Et enfin, on parlera de la nouvelle série de la Fox, Gotham. Voilà, ce sera déjà bien. Je vous rappelle que vous pouvez intervenir pendant la diffusion de l'émission grâce à Twitter et son hashtag Comics Outcast ou en répondant à @Comics Outcast ou sur notre page Facebook et notre groupe Instagram. C'est l'inverse. C'est pas grave, vous faites dans l'ordre que vous voulez. Tout va bien. Voilà. Tout le monde est prêt ? Oh yeah. Comics Outcast numéro 3, c'est parti. On va commencer avec les revues. Les revues, de quoi s'agit-il ? Ce sont 3 bandes dessinées que j'ai demandé à mes chroniqueurs de lire. Ils vont se baser sur les 3 premiers numéros pour pouvoir saisir l'histoire le plus simplement possible. Et on va commencer avec Adrien qui va nous présenter Storm. Tout à fait. Je t'écoute. Alors. Non, ce coup-là, j'essaye de pas rater mon pitch. D'accord. Je m'attends au pire. Je m'attends au J'essaye pire. de faire ça bien. Alors. Storm, qui est donc une nouvelle série de Marvel Now, qui a commencé en juillet de cette année. Ouais. Au dessin, on a Victor Ibanez et Greg Pak au scénar. Donc Storm, c'est Tornade des X-Men. Ororo. Monolo. Voilà. Très bizarre comme prénom à prononcer. Ororo. Surtout en anglais. Qui voilà. Alors C'est raciste. j'annonce direct. Je connais pas très bien parce que j'ai jamais lu de X-Men de ma vie. D'accord, tout simplement. T'as le droit. Bah, voilà, je sais pas pourquoi, ça me branche pas trop. C'est pas grave, hein. Bref, donc Storm qui, j'ai fait une petite fiche, est apparue en 1975. Précédemment, dans les X-Men. Il s'avère qu'elle est souvent leader des X-Men quand il n'y a pas Cyclope. Ouais. Et Quand ils essaient de bien se entendu, elle contrôle la météo, mais ça, tout le monde le sait. TF1 après 20h40. Elle peut donc se fighter voilà, avec Sébastien Follin, tout ça. Dur. Sa némésis, c'est Vindelia ou pas? Oh là 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 là, bon. Excusez-moi. Et Vindelia, si on regarde. Cette série est donc la première série qu'elle a en lead. Ouais. Et on la découvre dans son état actuel, c'est-à-dire au top de sa forme. C'est pas une origin story ou je sais pas quoi. Elle est au top de son pouvoir. Elle est directrice de la Jean top Grey, d'elle-même. de l'école des mutants telle qu'elle est aujourd'hui. Dès le premier numéro, on la découvre dans une mission pour les X-Men en Afrique, à Santo Marco, pour empêcher un tsunami de frapper un village. Alors, mais si j'avais je peux l'impression me que c'était en permettre, Amérique du Sud. Oui, je pense que c'est une espèce d'île Cuba, Santo Marco, c'est un Santo petit Marco. peu, Ouais. Santo Marco. Ça, c'est, voilà, Bah, Santo Marco, c'est au Sénégal. Oh, non, putain. Oh, alerte au racisme. Alerte au J'ai pas de racisme, jingle les pour ça, enfants. mais je m'en prépare rien. Bref, donc elle est dans un endroit quoi qui est pas les un pays États-Unis. désœuvré, quoi. Voilà, c'est ça.
et elle aide des petits villageois. Des gens sinistrés, des personnes Donc sinistrées. voilà, c'est plutôt pas mal. Mais surtout, de retour à l'école, elle se rend compte que, en fait, elle fait plus grand chose pour les gens. Elle est devenue ultra importante dans son rôle de directrice de l'école. Ouais. Mais en fait, agir pour les millions, pour le peuple, elle le fait plus des masses. Et donc, on voit qu'elle commence à prendre un peu de recul par rapport aux X-Men en se disant non, voilà, je vais faire des trucs un peu plus pour les gens, arrêter d'être prof et être éducatrice spécialisée pour Crise identitaire, crise d'identité un peu. Voilà, crise d'identité de Storm. Et donc dans les 3 premiers numéros que j'ai eu l'occasion de lire, on a des numéros un peu one shot où elle fait des trucs plus, du coup vachement plus street level toute seule. Littéralement street level. Littéralement street Même level. en dessous Oui. du niveau de la rue. Underground. Exactement. Donc dans le numéro 1, elle empêche un tsunami, elle est contente et après elle va les aider et du coup elle interfère un petit peu politiquement, mais bon voilà, donc à la fin bref. Dans le numéro 2, elle essaye de découvrir, de retrouver une jeune fille kidnappée et ça l'amène dans les égouts. Si j'ai bien compris, c'est une référence à un truc qui s'est passé dans Uncanny X-Men dans les années 80 et sauf que là, je sais pas, le numéro est super bizarre, ça capote à moitié, genre à la fin en fait elle se rend compte qu'il y avait personne à sauver et puis en gros elle fait ah ok pardon, elle redresse l'étagère. Voilà, elle avait fait tomber une étagère. Désolé de vous avoir fait chier. Voilà, elle remet l'étagère à sa place et puis elle s'en va. Donc c'est Callisto, le personnage en question. Callisto. Ce n'est pas une danse avant que tu ne... Ni une danse, ni un biscuit. Oh non, putain, je me suis retenu. Et dans le 3e numéro, elle va au Kenya, ce coup-là, je crois que je me trompe pas. Ça c'est le vrai Kenya dans la vraie Afrique. Le vrai Kenya de la vraie Afrique, là où elle était avant considérée comme une déesse. Correct. Oui, quand elle était petite. Voilà. Exact. Et donc elle va aider des mecs à faire un système d'irrigation basé sur ses pouvoirs, sauf qu'en fait elle se rend compte vite fait que ça va pas marcher parce que quand elle crée de la pluie quelque part, elle fait de la sécheresse ailleurs. Elle est Voilà, c'est un Niveau peu comme un corps humain. Et donc voilà, donc ça capote encore quoi. Donc en gros, sur les 3 numéros, elle a rien fait quoi. Voilà, on est bien là. Voilà, c'est ça, le gros. résumé, c'est ça. Donc le résumé, c'est que le dessin, il est pas ouf, mais c'est à peu près ok sur les 2 premiers numéros. Après ça change et moi j'aime pas du tout le délire. Mais par contre en termes de scénar, je comprends pas du tout ce qu'ils veulent faire chez Marvel de ce personnage. Alors un lead féminin, encore un chez Marvel, c'est ok, c'est cool, mais pour le moment elle a pas vraiment de rôle. Est-ce qu'ils attendent que Wolverine meure? Spoiler alerte, je sais pas. Oui, parce que au moment où le podcast sera diffusé, le 4e volume de Death of Wolverine sera diffusé, publié, pardon, et du coup on saura ce qui se passe. Voilà. Mais pour l'instant, non. Voilà. Là où c'est pas trop mal fait. On a l'impression qu'ils sont ensemble d'ailleurs un peu dans Oui, Storm. ils sont Quoi. des bisous. Voilà. Depuis tout le temps. Hein. Oui, non, mais là c'est acté quoi. C'est ça, ils se font un peu des bisous. Ouais. Deux fois même. Elle dit à un mec qu'elle voit quelqu'un en ce moment, tu sais que c'est Wolverine quoi. On peut arrêter de dire Wolverine ou pas? Oh, je dis ce que je veux. Ok, Attends, c'est moi le nazi de la prononciation. Serval, hein, sinon tant qu'on y est. Oui, c'est peut-être mieux. Moi, il n'y a pas de Logan. problème de Donc, prononciation. Bon. Voilà, très bien, Voilà. Logan. Voilà, merci. Et voilà, ce qui est pas trop mal d'un point de vue purement noob que je suis, je connais pas X-Men, je connais pas franchement l'histoire de Storm, et en fait assez subtilement ils arrivent à retracer les grandes parties de sa vie, enfin voilà, la partie où elle est déesse, la partie où comment elle a perdu ses parents, sa jeunesse au Caire. C'est vrai qu'il y a pas mal de flashbacks. Voilà, c'est ça, mais c'est assez subtil, c'est pas, ça casse pas trop l'action, etc. Bon, d'un autre côté il y a pas des masses d'action, mais Non, il y a rien. mais bon, voilà, je vous laisse bitcher. Vas-y. Vas-y Ben, qu'est-ce que t'en as pensé? En fait, à la base déjà, c'est pas un perso qui m'intéresse vraiment. Déjà parce que j'ai pas lu beaucoup de trucs dessus et que je vois la gueule d'Halle Berry à chaque fois que je déteste. Oh là donc là, désolé. Passer outre. Donc non, j'ai quand même essayé de passer outre pour lire. Et en fait, comme disait Adrien, en fait c'est assez chiant. Il se passe pas grand chose. En fait, je me suis dit ok, ils sortent une série. Singulière sur un personnage, donc ils vont essayer d'étoffer le personnage, de faire un truc intéressant, etc. Et en fait, comme disait Adrien, encore une fois, elle fait des basses besognes, il se passe rien quoi. Tu vois, par exemple Thor qui a sa propre série, il a une quête, il a un ennemi, tu vois, où il suit quelque chose. Elle, c'est juste, effectivement, elle essaie de se dire bon bah je vais essayer de faire un peu des trucs pour moi, autour du monde, de suivre un petit peu ce que j'ai envie de faire, de mettre à profit mes pouvoirs et pas juste être avec les X-Men. Donc ok, pourquoi pas. Et au final, on se retrouve
elle essaye de s'immiscer dans des problèmes existants. Au final, elle arrête pas de s'excuser tout le temps en disant non mais enfin c'est limite un peu ça. C'est genre elle vient dans des problèmes politiques et mondiaux et au final elle dit bon ok d'accord j'ai pas le droit, je me casse. Comme dit Adrien, elle essaie de sauver une meuf. Au final la meuf elle a pas envie d'être sauvée. Ah pardon je suis désolé. Enfin moi ça m'a saoulé en fait. Moi je vraiment, remets les étagères en place, ça m'a scié quoi. Ouais, Genre, ok. non mais c'est n'importe Donc quoi. elle est en train de ranger la chambre qu'elle a foutu en bordel. C'est vraiment chiant et au-delà de ça, les petits gags de merde liés à son pouvoir son pouvoir est pas merdique, mais au final, il n'a pas vraiment d'intérêt. Thor, il peut appeler la foudre, au moins c'est badass, tu vois. À un moment, quand elle est avec Logan dans le café, ils se font un bisou, ils se cassent, il pleut partout dehors, sauf sur Logan, il y a un éclair, il y a un rayon de soleil. Va te faire foutre, c'est bon. Non mais je sais pas, c'est pourri, c'est nul. Trop romantique. Alors, je voudrais juste appuyer sur quelque chose. Tu disais que Storm ne servait à rien. On considère que parmi les mutants, dans l'univers X-Men, que c'est une des mutantes les plus puissantes. C'est une oméga mutante. Ouais. Parce que ses pouvoirs dépassent Non l'entendement. mais d'accord. En fait, en gros, si tu veux, le principe de ses pouvoirs, il est intéressant parce que voilà. Mais elle fait que soit il pleut, soit il y a du vent. Enfin, je sais pas. Tu vois, genre Iceberg qui est un autre des, Iceman qui est un autre des X-Men. Oméga mutant aussi. Voilà. Lui au moins il fait pas que de la glace, il peut gérer l'humidité, faire des trucs. Enfin, tu vois, à la fin il peut être géant, il peut faire des montagnes de glace. Ça c'est intéressant. Elle, son pouvoir, ça m'a saoulé, elle est boring. Et du coup, je me demande vraiment pourquoi ils ont fait une série sur elle, quoi. On va en parler juste après. Joe, qu'est-ce que tu en as pensé? Globalement, comme mes petits camarades, j'ai trouvé ça particulièrement chiant. J'ai été assez déçu parce que on a parlé de Greg Pak dans un comic podcast précédent, puisque c'est lui qui scénarise également Batman Superman, et que je trouvais que dans Batman Superman il s'en sortait pas mal. Il arrivait à créer une sorte de climat un peu bizarre. Quand tu lis Batman Superman, tu t'attends à un truc action dans tous les sens, et lui il avait réussi à faire un truc qui s'éloignait un peu du canevas comic books super testostéroné habituel, et je me disais ça va être super avec Storm. Il a trouvé un personnage qui va lui convenir parfaitement, et grosse surprise, il n'y a aucun canevas de base, c'est un peu ce que disait Ben, c'est-à-dire que il n'y a aucun enjeu en fait sur ces 3 premiers numéros. Alors sur le premier numéro tu te dis ok, il installe un petit peu le personnage, il y a un status quo, et puis finalement ça bouge pas. Deuxième numéro, troisième numéro, il se passe rien, et du coup t'as absolument pas envie de lire la suite. C'est inintéressant au possible, et c'est vraiment dommage par rapport à un personnage que moi j'aime bien, Storm, qui peut s'avérer assez charismatique et qui normalement effectivement a des pouvoirs qui dépassent l'entendement. Là elle s'en sert pour de la merde, et voilà, il n'y a pas d'action, c'est chiant, c'est un comic book un peu à éviter selon moi. Alors je voudrais juste revenir sur quelque chose, c'est les ventes de Storm. Pendant le mois de septembre, Storm est classé 117e avec 21 000 issues vendus. Enfin en tout cas commandés par les libraires. C'est le numéro 3 du coup. Aux États-Unis, oui, pour le numéro 3, les deux autres ne sont même pas dedans. C'est-à-dire que ça commence en juillet et en août, mais c'est-à-dire qu'ils ont même pas... Il n'y a pas de recommandation. Voilà. C'est possible que ça s'arrête? C'est possible que ça s'arrête au bout de 4, 5, 6 épisodes, 6 issues, c'est tout à fait possible. Si ça marche pas, voilà. Non, faut pas souhaiter du mal, mais non mais je lirai pas, perso. Faut pas dire du mal. Je lirai pas la suite. Moi j'ai pas apprécié non plus, mais c'est vrai que j'espère qu'ils vont la mettre dans un plus grand arc, quelque chose d'un peu plus intéressant, parce que c'est vraiment un personnage que j'adore. Ça me donne cette sensation quoi, que du coup ils attendent un truc. C'est pour ça que je pense à. Mais tu le sens, c'est ça qui est chiant quoi. En tant que lecteur. À la base, le personnage, il est quand même assez vieux. Je sais pas, il a été créé dans les années 60, 70. Elle a forcément des ennemis personnels, elle a forcément des enjeux. Justement, l'ennemi qu'on rencontre dans l'épisode 2, normalement, c'est une arc Némésis. Voilà, c'est ça. Sauf que du coup, en plus, c'est grillé parce que c'est un truc. Là, elle a kidnappé, mais en fait, elle l'a pas kidnappé, une meuf qui s'appelle Angie. Elle l'a pris sous son aile, et voilà. Et en fait, ça fait référence à un truc qui s'est passé en 83, où ils se sont bastonnés de ouf parce qu'elle avait kidnappé Angel, donc une autre mutante, et pour le coup, elle voulait vraiment pas. Et donc Storm lui fout sur la gueule. Et après, elle gagne, c'est la méga win, machin. Mais c'était une grosse baston, c'était un super truc. Et là, du coup, un gros arc. En fait, je sais pas, ça a l'air d'être une référence, mais c'est presque une blague. Enfin, oui, là ils le prennent très légèrement. Sur un deuxième numéro, c'est chaud, quoi. Mais tu vois, justement, ce petit passage, elle est dans le métro et elle dit. On passe à suite. Ouais, ok, bon, c'est pas grave. Non, je disais en fait, c'est là où c'est ridicule aussi, c'est qu'elle est dans le métro justement en fightant cette Calypso, c'est ça? Ouais. Calipo, Ballisto. Bon, on l'enchaîne. Elle se fight, elle dit je peux pas utiliser mes pouvoirs parce que je suis dans le métro et du coup ça ferait mettre le métro en panne. Non mais merde. Waouh. Oui.
Il en fait tomber son cocard. Voilà. On passe à la suite. On va garder la va garder la parole. On va parler de Trees que je vais présenter cette fois-ci parce que j'avais un peu laissé Adrien dans l'embarras. Donc Trees qui est commencé en 2014, en mai plus précisément, qui est paru chez Image Comics. Donc on va parler du numéro 1, 2, 3, comme je le disais tout à l'heure, écrit par Warren Ellis et dessiné par Jason Howard. Je t'écoute. Ok, je fais juste une petite parenthèse sur Image Comics parce que peut-être que tout le monde ne connaît pas aussi bien que Marvel et DC. Donc Image Comics a été créé dans les années 90. Ouais. C'est le troisième plus gros, qui fait les plus grosses ventes, l'éditeur qui fait les plus grosses ventes après Marvel et DC. Ça a été, c'est souvent des comics indés. Un peu, moins connu, il n'y a pas de grosse licence à part peut-être Spawn. Maintenant il y a Walking Dead qui est Walking Dead, mon gars. Ouais, bien sûr, mais je dis à la base c'était quand même des comics indés. On connaît Spawn, Witchblade, Invincible quand même. Beaucoup de séries dont on a parlé dans les podcasts précédents. Tout à fait. Donc voilà, tout ça. Donc voilà un petit récap sur Image Comics. Donc Triste, tu l'as dit, c'est écrit par Warren Ellis, c'est un gros scénariste qui est connu. Il a fait plein de trucs, Batman en l'occurrence chez DC. Le dessin c'est Jason Howard. Bon, moi je le connaissais pas trop. J'ai fait quelques recherches, il a fait un truc qui s'appelle Super Dinosaure que j'ai vachement envie de lire juste pour le titre. Quoi ce nom? Je sais pas. Si, c'est très drôle. Super Dinosaure, voilà, je vais dire. Bon bref. Je ne connais pas. Trees, ça raconte une invasion extraterrestre. Ça veut dire quoi, Trees? Trees, ça veut dire arbre en anglais, je crois. Ah. Ouais, au pluriel, Trees. Voilà. Oui, c'est vrai. Donc ça raconte une invasion extraterrestre qui s'est passée il y a 10 ans du moment présent quand on ouvre les premières pages. En fait, il y a une invasion et il y a des espèces de gros piliers. Qui ressemblent à ils appellent ça des jambes parfois, mais ils appellent ça plus couramment des trees, des arbres, parce que c'est vraiment des gros piliers. Ça ressemble pas vraiment à des arbres, c'est pas végétal. On se rend pas compte, c'est juste des colonnes en fait qui sont gigantesques, qui partent du sol jusque dans les nuages. Donc moi, ça me fait penser à la colonne dans Dragon Ball Z. Un peu, c'est ça. En fait, on voit pas en fait, il y a pas de limite, on voit pas. Et en gros, ils sont arrivés, ils ont posé ces trucs là, et depuis 10 ans, rien. Aucune communication, aucune action. On comprend qu'ils n'ont pas fait d'action, ils n'ont pas attaqué, ils n'ont pas été hostiles ni rien, mais on comprend aussi que ça a été la merde parce que les gens en fait sont dans la merde, c'est l'apocalypse. Les gens ont construit en fait des espèces de maisons dégueulasses, un peu comme des favelas autour, mais vraiment limite comme si ça grignotait un peu les pieds. Ils essaient de se débrouiller comme ils peuvent. Dans certains pays comme au Brésil, il y a les enfants des Russes se font défoncer par la police locale. On sait pas trop pourquoi. C'est vraiment les premières cases. On se dit putain, ok, il y a un truc qui va pas. Ouais. Les gens sont malheureux. Il y a la misère. Il n'y a pas que ça. Il y a des gens qui sont riches aussi, mais. Et la Coupe du Monde. Et donc, désolé. J'assume. Le seul truc qui vient de ces trees, c'est de temps en temps, ils rejettent. Je crois qu'il y a eu 4 fois depuis 10 ans, ils rejettent une espèce de substance un peu comme un slime toxique qui se déverse sur tout, ce qu'il y a autour, donc les maisons en l'occurrence et les gens, et qui tue tout le monde en fait. C'est le seul truc. Après, le reste, on sait pas trop. Et donc, ce qu'on va suivre nous, c'est le point de vue de plusieurs personnages. Donc t'as un New-Yorkais qui veut devenir maire, t'as un jeune Chinois qui est artiste en fait et qui va à la grande ville pour essayer de gagner sa vie en dessinant. T'as un chercheur qui fait partie d'une équipe de chercheurs en Arctique qui étudie un des piliers, enfin un des trees. On a aussi, je crois que c'est tous à peu près ça. Il y a le président aussi. Un président somalien. En fait, en gros, on a plusieurs personnages qui sont présentés, qui sont éparpillés, qui ont a priori n'ont pas de lien les uns avec les autres. Pour l'instant, on le voit pas. Et donc, en fait, ce qui est intéressant, c'est que c'est via leur regard et via leurs actions et comment eux se débrouillent qu'on va découvrir la situation, ce qui s'est passé depuis 10 ans ou pas. Le chercheur, par exemple, il se rend compte qu'au pied du tree, en fait, il y a des espèces de petites fleurs qui devraient pas éclore puisqu'on est en Arctique. Enfin, ça devrait pas être là, donc il se demande ce qui se passe. Le petit Chinois, il découvre une ville. La ville dans laquelle il va, en fait, c'est une ville ultra culturelle, en fait, où il y a que des artistes. Ouais. Donc même s'il rencontre un espèce de trans un peu bizarre, il y a des scènes un peu cheloues. C'est pas bizarre les trans. L'homme politique, en l'occurrence, il veut être maire parce qu'il se dit que la police fait rien depuis 10 ans et qu'il laisse crever les gens. Donc lui, il a envie d'être maire pour pouvoir gérer la police et pouvoir changer les choses. Et le président somalien, il est un peu en guerre avec les pays voisins parce qu'il dit que il y en a qui profitent plus de ce qui se passe, de la présence des armes et tout ça. Voilà. Donc j'ai trouvé ça cool. Les dessins sont particuliers. C'est pas vraiment du comics américain, enfin c'est plus une nouvelle, un graphic novel. Ouais, c'est plus un roman graphique. Donc ça se veut un peu quand même au-dessus du reste. Ouais, les dessins sont, c'est quand même particulier. C'est pas hyper accessible. Je trouve les dessins sont vraiment, faut aimer. C'est pas du super-héros quoi. Voilà, exactement. Mais voilà, j'ai passé ça parce qu'au début j'accrochais pas spécialement les dessins et au fait j'ai trouvé ça assez cool que l'angle de vue, l'invasion extraterrestre c'est ultra banal, on en voit partout.
Là, c'est vraiment dans les yeux des personnages, c'est via leur... Enfin, c'est vraiment un truc social en fait. C'est un peu de SF évidemment, mais il n'y a pas d'action. Si vous cherchez un comics d'action, n'y allez pas. Mais il n'y a pas d'extraterrestres non plus, on est d'accord. Non, pour l'instant, à part les piliers, il n'y a rien. Donc en fait, c'est vraiment présence. via les personnages qu'on découvre tout ce qui se passe et c'est hyper intéressant. On voit comment ils évoluent. On comprend peu à peu pourquoi c'est la merde, pourquoi les gens sont pauvres, pourquoi, enfin, etc. Donc c'est social, voilà, c'est intéressant à ce niveau-là. Moi, je trouve c'est pas mal. Joe, toi tu as lu aussi. Qu'est-ce que tu en as pensé? J'ai lu aussi. Je suis un peu moins enthousiaste que Ben. J'ai trouvé ça personnellement, le dessin m'a bien plu. En revanche, je trouve que pour l'instant, à part poser des enjeux géopolitiques qui sont traités de manière assez intéressante, mais ça, Warren Ellis, c'est un peu le seul truc qu'il sait faire. Je suis pas hyper fan de cet auteur en fait, faut bien que je le dise. Effectivement, il a écrit des trucs pour lesquels il a eu des Eisner Awards, mais moi j'ai jamais tellement accroché à ce qu'il écrivait. Il a eu quoi, pardon? Des Eisner Awards, c'est les Oscars du comic book, tu veux. Et je suis même pas sûr que ce soit je suis même pas certain que ce soit un Eisner qui, peut-être que les auditeurs vont me faire mentir sur ce coup-là. Il a eu des récompenses. Voilà, il a eu des récompenses. Bref, je suis pas hyper fan de ce mec-là parce que je trouve que ce qu'il écrit, c'est quand même assez froid. Et c'est ça qui m'a sorti une fois de plus de ce nouveau comics Trees, c'est que je trouve effectivement le postulat de base super intéressant, c'est-à-dire une invasion extraterrestre où on ne voit pas d'extraterrestres, où on vit tout au niveau des êtres humains et qu'on ne sait pas du tout ce qui peut, c'est-à-dire d'un épisode à l'autre, et ça peut être la merde, des extraterrestres peuvent finir par descendre de leurs arbres et débarquer sur Terre, on n'en sait rien, mais je trouve que voilà, pour moi pour l'instant le status quo dure un peu trop longtemps. Au bout du milieu de la deuxième issue, je me faisais un petit peu chier. Est-ce que toi t'attends l'invasion? J'attends pas forcément l'invasion, mais en fait j'attends que les personnages deviennent attachants, qu'il se passe un truc. Moi j'imagine ça un peu comme Walking Dead en fait, genre les zombies, on sait pas pourquoi ils sont là, mais c'est pas grave en fait parce que c'est les personnages qui sont importants. Mais à la différence de Walking Dead, dès la fin du premier numéro, je savais qui était qui et j'avais déjà mes personnages préférés, j'étais vraiment déjà super impliqué dans le parcours des persos. Alors que là, je trouve que les personnages sont tous un peu antipathiques et parfois c'est cool d'avoir des personnages antipathiques, tu t'accroches à eux, mais là j'ai pas ressenti de connexion vraiment avec les personnages du comics. Du coup c'est ça qui m'a un peu gêné. Je sais pas si Adrien a pensé la même chose, mais tu m'as piqué tout ce que je voulais dire. Ah, je suis désolé mon gars. Non, bah ouais. Répète en mieux si tu veux, parce que je l'ai pas bien fait. Non, si t'as rien à dire, on peut avancer. Non, bah ouais, c'est ça en fait. Je suis vraiment sur ma fin. Au bout du 3 en tout cas, je vais peut-être continuer un petit peu parce que je suis quand même intrigué. Je ne vais pas vous le cacher, mais voilà, je m'attendais parce qu'en fait, en commençant le truc, voilà, c'est Image, j'aimais beaucoup le dessin et à la page 8, je me suis dit, ok, je crois que ça va faire comme East of West. Je vais arriver à la fin du premier issue, je vais commander direct. Et je vais devenir ma boule. Ouais, voilà. Je suis d'accord. Et en fait, non. Parce qu'il y a pas de... Il n'y a pas de page 8. Il y a des espèces de... Et voilà. 7 à 9. Et du coup, j'ai été... Non, mais c'est vrai qu'il n'y a pas vraiment de twist, il n'y a pas de cliffhanger, pour le moment, il n'y a pas d'enjeu. Les personnages, honnêtement, au début, j'ai trop galéré. Tu vois, c'est bien simple, là, je saurais te ressortir le prénom d'aucun. Ouais. Surtout qui fait quoi Qui fait quoi, on oublie vite qui est où, parce qu'il y a des moments où ils font des petites cartes avec des zooms, mais en fait tu sais pas vraiment où ça se situe, donc il y a plein de pays qui sont inventés. Ouais, voilà. En fait du coup moi j'ai vraiment eu du mal à plonger dans les enjeux du truc, me dire tu sais pas pourquoi c'est tant la merde que ça, parce qu'au final voilà, tu sais même pas ce qui a pu se passer, qui a foutu tant la merde que ça. On te balade d'un pays de personnages à l'autre qui ont des intérêts différents par rapport donc il y en a qui les étudient, il y en a qui vivent avec, mais tu sais même pas quel est leur problème. Voilà, tu captes pas le truc central en fait. C'est-à-dire normalement quand tu as un récit choral comme ça, il y a quand même une sorte de facteur commun qui fait que tous les personnages vont se rassembler. Et là en fait, moi je suis un peu paumé. Il y a juste éventuellement dans le 3 quelqu'un qui a l'air d'avoir un peu des espèces de pouvoirs. Ouais, le vieux là. Le plus vieux avec la barbe. Ouais. Et voilà, du coup peut-être que ça va être le début de l'intrigue. Quelqu'un qui sait se servir de la présence des arbres. Il y a le chercheur quand même qui arrive à... il y a un côté un peu découverte. Voilà, lui pour moi, son œil, c'est nous. C'est-à-dire que c'est le mec c'est lui qui va découvrir ce que certains savent déjà. Voilà, ce que certains savent déjà. Donc je pense ce monsieur là, le vieux, c'est lui qui va faire la découverte de ce qui va ce qu'on peut vraiment tirer des arbres et de peut-être du pourquoi militaire. Pourquoi est-ce que les gens veulent posséder des arbres dans leur pays pour s'en servir.
Je sais pas, on verra. Mais moi j'attends pas forcément qu'ils se retrouvent ces personnages-là. Je me dis pas qu'ils se retrouvent, mais qu'il y ait une trame centrale qui fasse que sans être forcément les uns à côté des autres, ils ont un but commun ou un ennemi commun. Pour moi c'est juste vivre avec les trees quoi. Ouais, mais du coup c'est un peu chiant quoi. Voilà. Si rejettent des déchets toxiques tous les 4 ans, il suffit de pas vivre à côté, t'es pas con. Voilà, tu te demandes même. C'est ça, je me suis posé la question. Je me suis dit mais pourquoi est-ce qu'ils construisent des maisons autour des arbres alors qu'ils savent que n'importe quand il peut y avoir des déchets toxiques qui tombent et qui butent tout le monde. Voilà. Bon. Je sais pas. En tout cas, le 6 sort le 15 octobre. Ouais. C'est pas... Oui, on est le 7, donc c'est ça. Le 6 sort le 15 octobre, donc la semaine prochaine. Voilà. Donc voilà, c'était Trees, donc par Warren Ellis et Jason Howard chez Image Comics. On va passer à la troisième titre de cette revue. Il s'appelle pas de Batman de Jiro Kuwata Batmanga. Exactement. Alors, je pourrais le dire avec l'accent japonais, mais j'ai pas envie de me la péter. Et c'est Joe qui va nous présenter ce titre, donc Jiro Kuwata qui est donc cet auteur, et l'illustrateur également, puisque c'est un manga, reparu en 2014, en juillet, chez DC, mais originalement de quand ? De 1966. Ah ouais, parce qu'en fait, moi je croyais que c'était sorti récemment. Pas du tout. Tu pensais que c'était récent là? C'est ton année de naissance, non? Con quoi. Ah mon pauvre ami, on nage en plein délire. Non, effectivement, c'est Batumanga. On marche sur la tête là. Jiro Kuwata. Alors effectivement, c'est un comic book qui a été publié à l'origine au Japon, donc en 1966, à l'époque où il y avait vraiment une Batmania totale au Japon, à l'époque de la série télé en fait, qui avait un succès fou au Japon, et il y a des éditeurs japonais qui ont réussi à récupérer les droits de manière assez easy. À l'époque où c'était pas compliqué. Voilà, à l'époque où c'était pas très compliqué, et de publier une série par Jiro Kuwata qui est effectivement qui a été ensuite seulement connue des collectionneurs, c'est-à-dire elle a vraiment fonctionné pendant 1 an ou 2 au Japon, ensuite ça s'est arrêté complètement, et il y a quelques collectionneurs à travers le monde qui connaissaient l'existence de cette série, qui a été ressortie ensuite de Londres par Chip Kid. C'est un mec de chez DC Comics qui est également qui écrit des romans, qui écrit des comic books, qui est également designer, et qui a sorti il y a quelques années déjà un bouquin qui s'appelle The Secret History of Batman in Japan, qui compilait des photos de jouets vintage japonais de Batman et cette fameuse histoire de Jiro Kuwata, mais dans un seul bouquin. Ça c'est sorti il y a quelques années chez DC Comics, ça doit être il y a 5 ans, un truc comme ça. C'est un très très beau livre qui coûte particulièrement cher aujourd'hui, et depuis quelques mois DC Comics ressort cette série sous forme d'issues habituelles, donc de 24 pages, toutes les semaines si je ne m'abuse. On est d'accord que c'est pour faire du fric purement là. C'est pour faire du fric, mais en même temps, évidemment, comme tous les comics, c'est pour faire du fric, mais c'est cool parce que ça reste une série super méconnue, et je pense que effectivement ils ont voulu surfer un petit peu sur le succès d'une autre série, cette fois-ci moderne, mais volontairement vintage, qui s'appelle Batman 66, qui est également une série d'essais récente, qui est pas vraiment une parodie d'ailleurs, mais qui est une sorte d'adaptation, un hommage à la série des années 60, et ce Batmanga là s'inscrit clairement dans cette veine, sauf que c'est le vrai, c'est l'original, ça vient de 1966. Du coup ça peut faire un petit peu bizarre quand on se plonge dedans pour la première fois. Très étrange. C'est très très old school, c'est du dessin de manga, plus c'est pas du Dragon Ball Z, c'est plus du Tezuka qu'autre chose, si tu veux. Donc si vous êtes fan de manga vintage, de Astro le petit robot, ça devrait vous plaire. Et donc qu'est-ce qui se passe? En gros c'est des histoires très simples, on va pas rentrer dans la psychologie des personnages comme on peut le faire dans les comics aujourd'hui. C'est vraiment des petites histoires avec souvent ce qui est plutôt cool dans le fait qu'on n'entre pas dans la psychologie des personnages, c'est qu'on va droit au but, c'est-à-dire l'action des personnages charismatiques. Il y a un super vilain qui est présenté dans les 3 premiers numéros qui s'appelle Lord Deathman, qui est vrai, mais qui a tellement un look d'enfer. D'ailleurs il y a une combinaison de squelette avec une tête un peu dégueulasse de zombie, et ce mec a un pouvoir incroyable, c'est-à-dire qu'il peut devenir mort. Voilà. Si jamais on le fait chier, à la police, je m'en fous, je crève. Pousse, perché. Il crève, on l'enterre, et ensuite ces hommes de main viennent le déterrer, et puis il peut recommencer à faire des conneries. Et du coup ça surprend Bruce Wayne et Robin, qui ne sont pas habitués à avoir un méchant qui meurt et qui revient, pas encore, puisque ça va arriver ensuite plusieurs fois dans les décennies à venir, mais à cette époque là c'est assez nouveau, et donc c'est traité de manière assez naïve, vraiment comme la série des années 60, mais en moins kitsch je trouve, c'est-à-dire quand on le lit, ça n'a pas cet aspect kitsch que pouvait avoir la série, même si c'est effectivement très naïf. Ça reste hyper rythmé, contrairement à la série où même si c'est assez rigolo, il y a quand même pas mal de moments où on se fait un peu chier. Là ça n'arrête jamais,
et ça donne lieu à des scènes d'action old school qui sont vraiment super rythmées. Je pense à une particulièrement où Batman dézingue toute une bande d'hommes de main en étant accroché avec son grappin à la Batmobile qui tourne autour d'un arbre et lui il distribue des coups de pied en même temps. Après c'est pris une balle. Après c'est pris une balle dans l'épaule. Enfin, je veux dire, c'est hyper badass en fait. Et du coup moi ça m'a vraiment beaucoup plu. Alors bon, le scénar ça va tout droit, c'est efficace, on n'y trouve pas, comme je le disais, toute l'introspection, mais c'est cool parce que pour quelqu'un qui veut un petit peu un bol d'air par rapport à tout ce qui se fait actuellement dans les comic books, que ce soit Marvel ou chez DC, qui sont quand même particulièrement sombres, assez sérieux, qui n'arrêtent pas de se raccrocher à la vague de films. On essaie vraiment de raccrocher les wagons les uns avec les autres, quitte à perdre un petit peu le lecteur. Là au moins, tu débarques dans cette histoire et tu peux commencer à zéro, ne pas être perdu du tout. T'as juste besoin de savoir que Batman c'est un justicier masqué. Exactement. Et qu'il a un pote qui s'appelle Robin. Exactement. Et puis en plus il y a le côté manga qui apporte vraiment une touche particulière par rapport à tout ce qui peut se faire en Batman, même de l'époque jusqu'à aujourd'hui. C'est vraiment un truc assez unique et visuellement, même si ça a effectivement pris un coup de vieux, moi je trouve que ça tient particulièrement bien en grande partie grâce au dynamisme du dessin vraiment qui moi me plaît énormément. Donc j'aime bien, c'est un petit plaisir vintage old school qui pourrait vous plaire. Très rapidement, on va passer la parole à Ben. Alors donc c'est Manga Outcast, c'est ça? Oh ça va. On parle de tout l'univers. Ouais, non, très bien. Non, en 2 mots, j'étais hyper tenté parce que justement le côté manga, j'ai trouvé ça sympa. Un perso de comics qui devient manga, j'ai trouvé ça cool. Les dessins, j'adore. Le côté manga old school, c'est vraiment bon. Faut aimer évidemment, comme dit Joe, mais j'ai vraiment aimé. Bon, par contre, c'est ultra chiant. En fait, je suis d'accord avec Joe quand il dit que ça fait du bien d'avoir un truc simple sans rentrer dans les personnages et pas d'arc et tout ça, mais je trouve ça un peu trop simple, un peu trop en fait je trouve que ça c'est simple mais franchement oui non mais du coup je trouve que ça minimise le personnage qui Batman, c'est quand même un des persos les plus complets, ça le minimise un peu, mais à cette époque là il était pas si bien sûr. Non mais c'est pour ça que je dis que maintenant le regarder ça fait plaisir, c'est vintage et tout, mais moi je suis resté sur ma faim parce que même si je savais que ça allait être pas très compliqué, je suis resté un peu sur ma faim. Notamment, j'étais très déçu quand je vois que Bruce Wayne part en vacances en Jamaïque pour se détendre. Car il fait des cauchemars. Batman qui fait des cauchemars, mesdames, messieurs. Déjà, il dort la nuit. Non, mais c'est ridicule. Donc voilà, non. À part les petits trucs qui m'ont fait rigoler, d'ailleurs, c'est particulier. Des fois, ils sont dans le manoir, lui et Dick Grayson, donc Robin, et ils sont assis sur des canapés. Juste, qu'est-ce qu'on fait? On attend les méchants. Donc voilà, c'est juste Batman. Donc très cool, mais un peu trop simple à mon goût, mais sympa. Adrien, très rapidement, qu'est-ce que t'en as pensé? Moi je savais pas que c'était une ressortie en fait. Je pensais que c'était... Non mais j'ai cru du coup que c'était avec le succès de Batman 66, j'ai cru qu'ils se sont dit tiens mais vas-y on va faire un peu pareil mais côté manga. Mais, bref, toujours est-il que... Mais c'est cool parce que ça veut dire que du coup t'as cru que ça pouvait être un truc moderne, faussement vintage. Avoir par le commerce. Exactement. Mais c'est cool, non mais tant mieux. Mais moi, donc voilà, bien. donc c'est très très simple en effet, le scénario c'est digne de Scooby-Doo. Vraiment c'est ça. Sauf que Lord Deathman il est un peu glauque quand même. Il est un peu glauque. Il a quand même un côté glauque. Tu vois genre quand on comprend comment il devient mort, enfin tu sais on dirait vraiment la révélation du méchant. Ah en fait c'était le directeur de la fête foraine. C'est ça. Et voilà, mais après l'action est super bien mise en scène et ça c'est tout hérité du manga et c'est tout à leur honneur et du coup c'est cool à lire, voilà, ça casse pas trop pattes à un canard. On fait un tout petit aparté sur les traductions d'onomatopées qui sont absolument géniales. Les onomatopées sont évidemment écrites en japonais et en dessous t'as les traductions un peu débiles, genre le Bouddha, donc le bruit d'une mitraillette. Voilà, j'ai découvert ça, j'ai dû le rechercher parce que je ne comprenais pas pourquoi il y avait ça tout le temps. Ça m'a pas flippé. Donc on va finir là-dessus. Merci à tous. Je rappelle juste que donc c'était donc Batmanga écrit par Jiro Kubata et également illustré par cette même personne, disponible chez DC Comics. Je sais pas du tout quand ça sort en français en fait. J'en ai rien à foutre. Voilà, tout simplement. Je en anglais. Okay. Voilà. Excusez-moi. Je vous rappelle aussi donc que vous pouvez nous faire part de vos commentaires sur les bandes dessinées que nous traitons sur Twitter ou alors proposer les vôtres desquels on pourrait discuter. Les vôtres, pas celles que vous avez dessinées vous-même. On va passer tout de suite à la suite. C'est le moment de la découverte de Gaylor. Donc Gaylor, comme toutes les 2 semaines, nous envoie un petit reportage d'une bande dessinée qui veut vous faire découvrir. Cette semaine, on aura l'occasion de découvrir The Wake. On vous balance ça tout de suite. Merci Neric, bonsoir les copains du Comics Outcast et bonsoir les auditeurs et auditrices. Ce soir, pour la 3e chronique, j'ai décidé de vous parler d'un comics Vertigo, et pas n'importe lequel, un comics très très récent qui s'appelle The Wake, scénarisé par Scott Snyder et dessiné par Sean Murphy. Alors,
j'avais envie un petit peu, avant de revenir sur l'intrigue de The Wake, de vous parler de Scott Snyder, de quelques titres marquants qu'il scénarise actuellement chez DC. À savoir le titre majeur, bien sûr, dont on ne peut pas passer à côté, c'est Batman, qui scénarise depuis le relaunch New 52, depuis fin août 2011. Notez qu'il s'agit de l'un des rares scénaristes toujours en place sur la série, et a raison parce que son Batman est vraiment excellent. Il est dessiné en plus par Greg Capullo qui a fait ses armes sur Spawn chez Image Comics, et je peux que vous recommander de le lire. C'est vraiment un très très bon Batman, notamment les 12 premiers chapitres, Court of the Owls, ou Cour des hiboux en français, qui vraiment a bien saisi je parle du run, le run a bien saisi les tenants et aboutissants du concept New 52, à savoir proposer un remaniement des origines du personnage, à la fois du personnage et de Gotham, comme on sait, parce que Batman, c'est deux personnages principaux, c'est le super-héros et la ville, et avec l'apparition de nouveaux super-héros, nouveaux super-ennemis, c'est vraiment super charismatique, une espèce de conspiration de l'ombre, donc les hiboux, et c'est vraiment très 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 intéressant à lire. Il scénarisait en même temps, au début, sur les 18 premiers chapitres, Swamp Thing. Swamp Thing, c'est une espèce de géant vert, en fait, un homme marécage dont le pouvoir est de communiquer avec la nature en devenant tout vert. J'ai essayé de résumer Swamp Thing dans ma tête avant d'écrire cette chronique et je me rends compte que oui, non, c'est très très difficile de le résumer. Demandez à Ben, et je sais qu'il a adoré comme moi les dessins de Yannick Paquette et c'est vraiment une super lecture. J'ai pas lu, par contre, il a scénarisé un autre titre chez DC qui s'appelle Superman Unchained, c'est une ongoing, comme la série Superman et Action Comics. Alors ça n'a rien à voir avec Django Unchained, Adrien, voilà. Je suis sûr que tu as fait la blague dans ta tête, je le sais, ne nie pas. Alors est-ce que c'est bien, est-ce que c'est pas bien, j'en ai vraiment aucune idée, donc à la limite je vous invite à réagir avec le hashtag ComicsOutcast sur Twitter, on se fera une joie de se quereller sur la place publique des internets avec vous. Ah oui, il a scénarisé American Vampire. American Vampire c'est comme The Wake, c'est une série en creator owned, c'est-à-dire c'est une série qu'il a créée lui-même et donc il possède les droits et les personnages, donc il fait absolument ce qu'il veut. J'ai pas encore tout lu, je sais que la première saison s'achève au bout de 34 chapitres et qu'il y aura une seconde saison qui vient à peine de commencer et qui comptera tout autant de chapitres. Et j'ai juste un spoiler, c'est que c'est des groupes de vampires en Amérique, voilà, et que c'est génial. Peut-être que j'en parlerai dans une prochaine chronique. Donc The Wake, série en 10 chapitres qui vient s'achever fin juillet, série en 2 parties dont je vous pitch maintenant l'intrigue. Lee Archer, alors voilà, c'est l'héroïne. C'est une biologiste qui étudie en fait les espèces sous-marines et qui est contactée par un membre d'une organisation secrète. Alors après on est dans le fight classique de l'organisation secrète versus l'esprit libre qui représente une espèce d'idéal pour l'écologie, tout ça. Et ces deux personnages vont se confronter, on sent qu'ils ont un passif. Sauf que Lee Archer va finalement bosser pour eux parce que ils font une découverte, les gars de l'organisation, une découverte plutôt intéressante sur les cétacés. Ils repèrent en fait des espèces de bruits de cétacés plutôt anormaux. Alors tout le monde se demande ce qui se passe, et l'équipe justement réunit une espèce d'équipe pour étudier le phénomène. Alors on ne fait le coup classique, d'un côté on a le thésard qui recrache toutes les mythologies du monde, on a l'espèce de chasseur bourru un petit peu enculé sur les bords, la mécano black, le rival gênant, tout ça. Et à partir de là, les ennuis commencent et se symbolisent par une espèce d'espèce millénaire enfouie depuis des années qui refait surface, et qui fout un petit peu sa merde. The Wake, ça navigue en fait entre plusieurs genres, ça commence comme un délire de film d'épouvante, dans un huis clos peuplé de monstres aquatiques, et ça plonge petit à petit dans un espèce de film catastrophe, avec des fois des côtés science-fiction pur et dur, et un petit côté super-héros par moment. La limite des 10 chapitres par contre elle joue en notre faveur parce qu'on sait jamais vraiment à quoi s'attendre à chaque page, tant le rythme est ultra soutenu. Comme je vous le disais au début aussi, l'histoire est divisée en 2 chapitres, mais je ferme bien ma bouche parce que j'ai pas envie de vous spoiler, et voilà. Pour vous pitcher le truc, ça ressemble vraiment de manière infâme, c'est le pitch le plus horrible de la Terre, ça ressemble à un mélange en fait entre Alien d'un côté et Waterworld de l'autre. C'est vraiment très très intéressant, Snyder a toujours des idées très très amusantes, il tord des concepts très connus avec une espèce d'aisance naturelle qu'il a, mais qu'il fait aussi un petit peu sur Batman et qu'il fait un petit peu aussi sur son run actuel, le run qui vient de finir, Batman Zero Year, qui se situe entre Batman 21 et Batman 33, à savoir mélanger des passages flashback et des passages flash-forward, dont au début quand on commence à lire on comprend rien, tout se mélange, et on passe très rapidement d'une scène à une autre, et puis au bout d'un moment tout fait sens, chapitre par chapitre on avance et on reconstitue à la fois le passé, le futur, et tout se mélange. Grosso modo, pour reparler un petit peu de Batman Zero Year, c'est un petit peu ce que The Dark Knight Rises de Nolan aurait dû être. Le talent en plus et un ennemi hautement plus charismatique à l'œuvre, à savoir l'autre mystère. Mais là je m'égare un petit peu sur le Batman, c'est autre chose. Pour revenir à The Wake, je voulais aussi un petit peu vous parler des dessins de Sean Murphy qui vraiment est très très bon. Il navigue dans une espèce de dessin très très assuré avec des monstres vraiment dégueux. Et il a une gestion des noirs qui est tout simplement fantastique. Il retranscrit à merveille la claustrophobie, parfois le vide.
des fois avec des pages où il y a un seul personnage et tout le reste est entouré noir et c'est vraiment super prenant. Bah écoutez, je vous recommande chaudement The Wake, hein, j'ai essayé de pas trop spoiler, j'espère que ça s'est entendu. Et moi personnellement j'ai dévoré d'une traite en début de semaine pour les besoins de la chronique. Il me semble que Joe l'a lu aussi, donc à mon avis il comprend mon enthousiasme et il aura sûrement des trucs à ajouter, notamment dans le brassage des références, parce que ça fait appel à une espèce de passé cinématographique avec beaucoup de films d'action et de films plutôt horreur. Donc les 10 chapitres, si vous voulez les lire, ils sont disponibles sur Comixology. Pour les allergiques des tablettes, vous pouvez attendre la VO qui arrive en hardcover le 18 novembre et la VF le 15 janvier chez Urban. Voilà, je vous laisse, à bientôt les loulous. Et c'est pas cool. Alors ça a été littéralement coupé au montage et rajouté au montage. Voilà, c'est ça. Merci Joe. Exactement. Alors merci à Gaylor. La prochaine fois que tu nous appelles Loulou, je te défonce ta gueule. Et J'avoue, on voilà. n'est pas trop des loulous. Si, moi je suis un loulou. Un petit loulou ou un gros loulou? Un moyen loulou. Ok. On va passer C'est pas mal, hein. Oui. à notre discussion de la semaine. Oui. Oui. Non, jingle. Il y a un Non, jingle. non, il y a pas de jingle. Ok. Tu te calmes, il n'y a pas de jingle. Ok. Donc on va parler, comme je vous dis dans le sommaire, de Thor, dont le personnage dont vous avez certainement entendu parler. Je vais pas présenter le personnage parce que c'est pas à moi de le faire et que voilà, je suis pas payé. Je peux le faire vite fait, il a été créé en 1962 par Kirby pour la Marvel. Jack Kirby, oui. Ouais, Jack Kirby, hein, le gigantesque, l'immense, le géant Jack Kirby, qui a également créé, je sais pas, Darkseid par exemple, qui a créé avec Stan Lee à peu près tous les personnages les plus badass de chez Marvel et certains chez DC donc. Thor, personnage inspiré de la mythologie nordique. Son père c'est Odin. Ah oui. Bah oui, hein, quand même. Il habite à Asgard et frère de Loki. C'est le frère de Loki, tout à fait. Ouais, voilà, ils sont frères ennemis quand même. Et donc ouais, une partie de ses pouvoirs vient du fait qu'il peut contrôler la foudre et puis également qu'il possède un marteau, non pas un morteau, un marteau, une saucisse de morteau, un marteau hyper un marteau super badass Mjolnir, je l'ai bien dit, ça va, grâce auquel il peut voler et fracasser la tête des géants de glace, ses ennemis jurés. Voilà. Mieux que Storm, hein, donc. Et des Voilà. humains. Donc voilà, ça c'est Thor globalement. Juste, parce que là tu viens d'insulter Storm. Si je me rappelle bien, dans Avengers X-Men. Il l'a pécho. Non, déjà non. Oh. Non. Mais surtout je crois qu'ils se battent. Je pense qu'il devient pas marteau, un peu. Wow. Non, On va dire que c'est pas le coup de foudre. corrigez-moi si je me trompe. Non, mais là je peux même plus le mettre tellement c'est Est-ce que au-delà. je peux encore lâcher mon casque et je me barre quoi. Oui. Comme Kevin Bogard. Non mais en vrai, il me semble dans Avengers X-Men ils se battent. Si je me trompe, corrigez-moi Non, sur t'as pas tort. Outcast. T'as pas tort. Sur Twitter. Non, ils se battent vraiment. Non mais t'as pas tort. Et qui gagne? Ah mais putain, mais dégage! Bref, donc le but de ce petit dossier en fait c'est, donc vous avez certainement entendu parler de la volonté de Marvel de changer l'identité de Thor et véritablement, mais en gros de faire en sorte que ce soit une demoiselle à la place d'un bonhomme. Pour vraiment comprendre. Ça a été annoncé au San Diego Comic Con. Voilà, Ouais, au début de cet été. Grosse annonce. Pour bien comprendre tous les tenants et les aboutissants de ce changement, j'ai demandé donc aux chroniqueurs de lire Thor God of Thunder, le dernier acte donc du chapitre 19 au chapitre 25. Ensuite, Original Sin, dont Gaylor vous a parlé la semaine dernière, si je me trompe pas, du numéro Thor and Loki, donc du numéro 1 au numéro 5. Et enfin, le tout nouveau, tout frais de la semaine dernière, Thor numéro 1. Vous La avez V3. voilà, V3. Volume 3, je crois. Et si vous avez de la chance, vous avez peut-être déjà chopé le numéro 2. Donc voilà, c'était juste pour permettre à tout le monde de vraiment saisir tout ce qui se passait pour comprendre pourquoi on passe à un numéro 1 et ce qui amène à ce changement. Voilà. Alors, tout le monde a tout lu? Ouais. Non. Tout le monde est à jour? Bah voilà. J'ai pas tout lu mais ça va, j'ai compris, c'est bon, j'ai compris, ça va. Vas-y, Bon, vas-y, j'ai j'avoue que compris. c'est pas super compliqué non plus. Non, ça va. Enfin, pour rassurer les auditeurs, vous pouvez commencer à ce fameux V3 de Thor et capter à peu près tous les tenants et aboutissants. Si vous avez envie de tout savoir, vous pouvez lire. Je pense que c'est le but. Mais oui, on sent que ça vise un public large. Il résume un peu tout au tout Ouais, début. il résume les grands arcs de Thor God of Thunder, donc qui avait déjà commencé en 2012. Ouais. Et ce que j'ai oublié de préciser, c'est que c'est le même auteur qui est à l'origine de cette version 2012 et donc aussi de la version de 2014. Jason Aaron. Voilà, J.A.
pour les intimes, parce que moi je le connais. Wesh, t'as vu. Cela dit, Joe a raison, on peut commencer directement sur Thor, mais je vous conseille vivement God of Thunder, parce qu'il y a 3 arcs, il y a que 25 tomes, enfin 25 issues, c'est pas grand, mais c'est bien. Et c'est vraiment sympa. Ça se lit tout seul. Donc voilà, comment arquer cette discussion? Donc déjà, on en a un peu parlé aussi la semaine dernière, mais qu'est-ce que vous pensez, au-delà de l'aspect commercial, du fait de transformer Thor en demoiselle? Bah, en fait déjà, j'arrive pas à dire femme en fait. Déjà j'ai lu beaucoup de choses qui disaient en fait quand les gens ont vu ça, ils se sont posé la question mais qu'est-ce que ce bordel et tout. Et beaucoup d'officiels ont dit c'est pas Thor n'est pas transformé par la magie, c'est pas la sœur de Thor, c'est pas quelqu'un qui se fait passer pour Thor, c'est Thor. Ouais. C'est-à-dire qu'il faut oublier le Thor masculin. Maintenant Thor est une femme. Point. Après, sauf que ce premier numéro contredit un peu on sait pas, quoi. On sait pas. Ça dépend. Si. En fait, ça dépend de ce que tu entends par c'est Thor. C'est pas le personnage masculin de Thor qui se transforme en femme. Robin a plusieurs identités. Enfin, il y a plusieurs personnes qui ont été Robin. Oui. Enfin, je pense que là, c'est le même délire. Il y a plusieurs personnes qui vont être Thor. Mais sauf que Robin, c'est un personnage, c'est un être humain dans un costume, alors que Thor à la base c'est pas une fausse identité, c'est Thor le mec. Je veux juste préciser quelque chose son marteau. Quelque chose que je pense beaucoup des auditeurs savent déjà, mais que peut-être les personnes qui ne sont pas familières avec vraiment l'origine de Thor ne sauront peut-être pas. C'est que comme dans le film Thor, le marteau qu'il reçoit lui donne ses pouvoirs à Thor et au fils d'Odin en fait. Pour ceux qui n'ont pas vu le film, c'est vrai que c'est assez bien résumé dans le film. En gros, Thor est jeune, il veut le trône de son père, il fait des conneries, il est présomptueux, il se la raconte. Donc pour le punir, son père le bannit sur Terre et le destitue de ses pouvoirs. Balance Mjolnir, je sais pas, qui est son âme préférée déjà sur Terre, mais genre voilà, qui est son âme préférée sur Terre, mais genre à perpète. Et sur le marteau est inscrit quand Thor sera malheureux, la personne qui sera digne du pouvoir recevra le pouvoir, qui sera digne de lever ce marteau recevra le pouvoir de Thor. Donc effectivement, comme dit Adrien, au final, celui qui relève le marteau, même si c'est pas Thor le fils de Thor, il devient Thor effectivement, mais on sait pas. Je pense que c'est ça l'explication derrière, enfin le discours des gars qui dit non, c'est pas quelqu'un d'autre que Thor, c'est Thor. Oui, c'est Thor puisque c'est une personne qui soulève le marteau. Quand tu lèves le marteau, tu es Thor. Alors ce qui sous-entend que le Thor qui n'est plus Thor, c'est-à-dire le Thor masculin, il devient quoi? Il s'appelle quand même Thor, mais c'est plus Thor. Son autre nom. Voilà, c'est ça. On va partir du principe que sachant que nous sommes le 7 mais en fait le 10 et que la BD est sortie le 1er octobre, que tout le monde sait que quelqu'un va prendre le marteau. Nous, au moment de l'enregistrement, on ne sait pas qui, on a des gros doutes, donc on va quand même parler de ces potentielles candidates quant à la nouvelle identité de Thor. Alors, juste avant ça, excuse-moi, je fais juste un petit flashback. Comme d'habitude, vas-y. Voilà, bien sûr. Original Sin, si vous n'avez pas lu ça, le principe d'Original Sin, c'est qu'il y a un être sur la Lune qui voit tout l'univers, qui sait tout depuis des milliards et des milliards d'années, il sait tout. Watcher. Exactement, The Watcher ou Watu. Il s'est fait défoncer. Et le méchant qui est derrière tout ça a pris son œil, on est d'accord, c'est son œil, qui au final, je fais vraiment des raccourcis, mais en gros, très, très vite. Cet œil-là a explosé et plein de héros qui étaient dans le rayon de l'explosion ont eu des visions qui correspondent. Voilà. Cette vision a fait que Nick Fury a été imprégné par toutes ses connaissances et aurait sur la Lune chuchoté quelque chose à Thor. Donc ça c'est pendant une aventure, mais je vous l'ai fait rapide. Thor, à partir de ce moment-là, donc on ne sait pas ce qu'il a chuchoté parce que c'était écrit vraiment en hiéroglyphe sur la BD. Thor, à partir de ce moment-là, a eu une espèce de coup de mou et il est devenu unworthy, je sais pas comment on dit, déméritant. Enfin, il est devenu, il était plus digne de Mjolnir et du coup, à partir de ce moment-là, il pouvait plus soulever Mjolnir. Donc c'est ce qui se passe au début de. C'est tout le propos, du premier reboot. Exactement. Thor 2014. Il n'arrive pas à soulever ce marteau. Au bout d'un moment, il y a quand même la merde parce que les Frost Giants sont en train d'attaquer la Terre. Il y va quand même pour se taper. Il lui arrive des merdes. On sait pas trop ce qu'il devient. Il se fait défoncer, mais bon, c'est quand même Thor, donc il se fait pas défoncer facilement. Et à partir de ce moment-là, quelqu'un de féminin arrive et soulève le marteau. Et dit la phrase hyper importante, il y aura toujours un Thor. Ouais. Donc on peut supposer grossièrement que le Thor d'avant s'est fait défoncer et est mort, mais ça me paraîtrait vraiment grossier. Ouais. Et que donc un nouveau Thor le remplace. Et comme dit Adrien, la personne qui peut soulever le marteau est Thor, quoi qu'il arrive. Voilà. Donc c'est une personne qui est qui est digne du marteau. Voilà, digne. Voilà, je veux dire valeureuse, mais c'est un peu. Ouais, une personne valeureuse. Non, mais c'est tout à fait ça. Parce que même Odin a essayé, il a pas réussi. Hein. Ouais. Et petit détail assez rigolo, c'est que donc le marteau
possède une invocation que Odin, on le voit bien d'ailleurs dans le film, j'insiste là-dessus parce que je trouve que cette scène est vraiment cool. Ouais, elle est cool. L'invocation est écrite Sur en anglais sur le marteau. If he be worthy devient, et on le voit parce que la lettre se rajoute de façon magique au moment où ce personnage mystérieux soulève le marteau. Il y a un S qui se met devant he. Ouais. Plus S, ça fait chi, pas his, chi. Donc voilà. Donc en gros, la formule, la formule est retransformable, adaptable. Ça revient un peu sur le problème de Thor deviendra pas Thor. Donc là, ce sera Thor Odin Daughter. Vivement que ce soit un bon chien fidèle, quoi. Un chien qui soit worthy. Ouais, mais je pense que c'est pas sa fille. Alors, voilà. On peut parler des Sinon, ça serait spéculations. sale. Voilà, spéculation. Alors franchement, nous, on ne sait pas. Enfin, je pense qu'aujourd'hui sur Internet, la réponse définitive a été donnée. Moi, je ne sais pas. J'espère que La fin du 01 est ambiguë. Voilà. Oui. En fait, en gros, une des pistes, et je crois qu'on était tous plus ou moins d'accord là-dessus, pendant longtemps, Odin est parti en exil pour diverses raisons, et c'est sa femme, donc Freya, qui a pris le rôle. Donc lui c'est Allfather, elle a pris le rôle de Allmother. Voilà. Et donc une fois que lui est revenu, parce qu'il est revenu, il lui a dit c'est bon, en fait je suis revenu, donc dégage. Et elle avait l'air d'être pas d'accord et de dire ouais, mais j'ai quand même mon mot à dire. Et oui, elle n'est pas traité comme une femme. Ouais, il lui a dit know your place, woman. Voilà. Et du coup elle a dit ah ouais, d'accord, je suis pas chaud, genre en petite bulle. Et quelques cases après, une meuf vient soulever le marteau. Mais une meuf, moi je dis, elle est quand même archi bonasse. Excusez-moi d'être misogyne. Ça se voit pas, on voit pas. Non mais la mère de Thor, c'est une vieille, putain. Tu peux être vieille et bonne, j'avoue. Elle a des milliers d'années, ok, mais bon, ça ne. C'est René Russo dans le film quand même. René Russo, excuse-moi, Milf. J'avoue. Milf de ouf. Non, mais ce que je veux dire, c'est que vous regarderez si vous lisez. Alerte au pervers. Ouais, ça va. Vous verrez si vous lisez le 01 ou bien si vous allez sur Google et que vous tapez Thor 2014, elle est quand même. Elle a l'air jeune, enfin je veux dire, elle a le corps d'une jeune femme. Elle est rajeunie, on va dire. Est-ce que... Non, j'y connais rien, mais le marteau donne pas des pouvoirs Ilopholas de ouf ou je sais pas quoi. Ça se trouve, Thor, quand il n'est plus le marteau, il devient vieux et moche. Ouais, voilà, tu vois. Question juste, est-ce que les Marvel ou autres ont expliqué pourquoi genre Thor il devenait pas bleu, ou tu vois ce que je veux dire, pourquoi il change, ok, mais pourquoi une femme? Est-ce que quelqu'un... Non, c'est pas... C'est clairement la suite d'Original 6, c'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui a été dit, il a perdu sa valeur. Non mais d'accord, mais ce que je veux dire c'est que scénaristiquement, donc les scénaristes et Marvel se sont bien dit ok les gars, on va changer Thor. Non, à mon avis ils ont dit ils se sont dit on veut mettre une femme. Point. Et après ils ont dit on va faire une histoire autour de ça. C'est facile de couvrir, de coudre, pardon. Pour pas repartir dans diverses explications, même si c'est ma spécialité, Angela qui est un nouveau personnage dans l'univers de Thor, qui vient d'arriver parce qu'avant elle était chez Image et elle a été ramenée dans l'univers de Thor en tant que la sœur de Thor, la sœur cachée, etc. C'est déjà un personnage féminin rapporté. Donc pourquoi dire on refait un autre personnage dans le même univers? Ça c'était un mindfuck. Je pense que tout le monde, il voulait faire croire à tout le monde que ça deviendrait Thor, vu qu'elle serait dans sa lignée familiale, pardon. Mais ça a été démenti direct quand ils ont fait on va faire une nouvelle série sur Angela. Mais donc ça fait doublon, ça fait deux nouvelles. Et alors on est en 2014. Ça pose un problème. Je suis le premier content, mais ce que je veux dire c'est que du coup, quel est le vœu dans le fait de dire ok les gars, Thor ça va devenir une meuf parce Money. Bah oui, mais ils auraient pu faire autre chose. Enfin tu vois, je veux dire, en fait j'aimerais savoir. Moi ça m'intéresse, mais je voudrais savoir pourquoi. Je pense vers comme Storm, on va attendre. Oula, parce que non, ça se trouve, s'il vous plaît, pas comme Storm. Non mais dans le sens où on sait pas vraiment quel est le but. Au niveau scénaristique de leur volonté, on le saura plus tard. Ça se trouve ça va pas marcher et au 4e épisode Thor reviendra et il fracassera la tête de la meuf. Ouais, c'est ça. Autre petit détail, sa mère. Autre petit détail, si vous lisez donc God of Thunder, dont le principe est de voir Thor à plusieurs époques, quand il était jeune au début de jeune, maintenant et le vieux Thor, c'est-à-dire vraiment très très loin. On voit que le Thor qui est vraiment vieux, pardon, j'ai été borné avec mon stylo, vous voyez pas mais je vais borner de donc qui est Thor qui est vieux et qui est très loin, c'est Thor homme. Donc on sait que quoi qu'il arrive, à moins que quelqu'un change, quelque chose, on sait qu'il va redevenir, enfin en tout cas que le Thor homme va revenir. Ouais. Bibbly wobbly, timey wimey stuff.
Voilà, Exactement. exactement. Quelqu'un a compris? Ouais, c'est cool. ceci. Oui, tout Bon, on va à fait. boucler là-dessus. De toute façon, tant qu'on n'a pas lu le 2, on sait pas. Voilà, on peut juste dire Et que là, le on a l'air numéro con est parce que- pas, mais plutôt bien écrit. Voilà, et que, voilà, voilà, on clairement. a envie de voir la Cool, suite. ouais. quoi. Je m'attendais pas à ce que ça C'est soit. assez beau en plus. C'est va. ouais, c'est plutôt Bah, beau. c'est un Je m'attendais pas à ce que ça numéro soit à la un, fin. Ouais. Au numéro 3, à mon avis, ça a changé, ça a tout Oui, c'est dégueulasse. clair. En tout Donc cas, voilà, on peut attaquer par là. Ça a l'air Oui, cool. franchement, voilà. Go. Avant même de commencer par le 0-1, franchement, God of Thunder, valeur sûre. Ouais, Et ça de Ribic, dessin de ouf. On va passer à la suite. Encore une fois, on reste dans l'actu parce qu'on est trop au top de nous-mêmes. Ouais. On va parler de la série qui a fait pas mal d'émules avant même qu'elle n'apparaisse, vu que les screeners étaient disponibles il y a plusieurs semaines, voire plusieurs mois. On va parler de Gotham, donc la nouvelle série de la Fox, et qui est également disponible. Au téléchargement et légal avec le site de mytf1.fr. Il y a les pubs dans le métro. Il y a des pubs dans le métro qui sont dégueulasses. Ah, Je suis c'est désolé. pas Netflix? Non, c'est pas Netflix. Je pense qu'ils ont pas les droits. d'accord. C'est Ils ont chaud. fait, viens ici, toi. J'avais noté les prix. Ah oui, c'est 1,99€ par location d'épisode. Oh, Donc là, il y en a cher. 3. Enfin, au moment de la diffusion, il y en aura 3. C'est C'est quand même J+1, assez c'est cher. ça hein. Ouais, dès le lendemain. J'ai plus un. Avec les sous-titres en français, si je me trompe pas. C'est cher pour de la merde comme ça, quoi. C'est quand même cher. Ouais, Donc, mais si tu veux être légal, avant de bâcher. Donc, alors, je voudrais juste faire un petit topo. Arrêtez. Ah, Vogel. Ouais. Vogel. Petit topo sur la série. Dedans, alors très rapidement, dedans, on aura James Gordon, donc dans ses jeunes années, qui Ouais. débarque à Gotham, pas de à moustache. Gotham, Exactement, et pas de lunettes non plus. pas de chapeau, et qui entre dans le monde pourri de la police, purée, dans le monde pourri, pas purée, mais pourri de la police. Avec les Corrompu. pouces. Ah, taisez-vous. Donc, Attends, parce que là, il y en a deux qui sont morts dans le studio. Mais non, mais continue, profitez-en pour continuer. donc on rencontre en fait tous les personnages qui feront l'univers de Batman, enfin de l'épopée Batman, avant même qu'il n'existe. C'est-à-dire qu'on rencontre un Bruce Wayne qui a une petite dizaine d'années, et la série commence d'ailleurs par le meurtre, l'assassinat de ses deux parents. Ensuite on voit quand même pas mal de références à des ennemis futurs ou à des alliés futurs. Tout ça en fait pour vous montrer que la série ira, si elle dure très longtemps, se finira peut-être avec la naissance de Batman, ou en tout cas sa décision de devenir le justicier masqué qu'on connaît. Dans la série, on peut reconnaître Ben McKenzie de la série Newport Beach, mais surtout de la série Southland, qui est une des meilleures séries policières que je recommande à tout le monde. Vous avez aussi Donald Logg, que je ne connais pas, qui Il a joue joué dans Sons of Anarchy récemment. c'est tu le dis, qui joue Harvey Block, donc un personnage qui existe déjà aussi dans les comics Et qui existe dans joue- notre vie, puisque c'est le sosie du frère d'un ami. Oui, c'est vrai. qui Max Mammouth, si joue- tu nous écoutes. donc Harvey Block. Ensuite on a Sean Pertwee, qui est un comédien anglais qui a fait pas mal de théâtre et qui là joue Alfred, Assez donc le vénère, majordome. d'ailleurs. David Mazouz qu'on a vu. Ouh là là, qu'on a vu David dans Mazouz, Touch. donc Bruce Wayne. Voilà, qui joue Bruce Wayne, et Jada Pinkett Smith, donc l'ex-femme de Will Smith, qui joue Fish Mooney, un personnage qui existe à moitié dans l'univers des comics, qui joue une Renoir. Bah oui, puisqu'elle l'est. Elle est pas dans la Non. pègre ou je sais pas quoi. Elle est avant tout. Non, je dis ça parce qu'elle joue vraiment la sassy Black Woman, mais c'est ça avant tout. Au générique, Voilà. C'est Jada une- Pinkett Smith, Renoir. C'est non, Renoir. elle joue voilà une Une directrice chef de voilà, la pègre, non? de la pègre. Je comprends jamais ce mot, mais voilà, une chef de la pègre. Ça ressemble à nègre. Oh, ça va. Alerte au racisme. Ah oui, bah là. Ok, go, go, Donc go. voilà, donc il ne reste pas beaucoup de temps. Donc en gros, est-ce que vous avez déjà vu 2 ou 3 épisodes? Parce que il y a 3 épisodes qui sont sortis. 2. 3 et j'ai gagné. Qui kiffe très rapidement? Qui kiffe? Enfin, est-ce que ça se mérite de, enfin, est-ce qu'il faut que ça se regarde? D'accord. Très bien. Alors, ok. Alerte aux questions. Je vais commencer, puisque je vois que vous avez... personnellement, j'ai été moins déçu que ce à quoi je m'attendais. Ouais. Je pensais vraiment que j'allais détester. Et en fait, je trouve ça pas si dégueulasse que ça. J'ai trouvé premièrement que c'était assez marrant visuellement en fait. C'est-à-dire au début, j'ai dit oh là là, c'est tout moche, c'est un peu moche, les filtres de lumière bleu, vert dans tous les sens. Et en fait, je trouve que au final, la direction artistique, on dirait une sorte de mélange entre Batman Begins et les Batman de Schumacher. Et du coup, ça donne un truc qui est très comic books en fait. Ouais. Et ça se démarque des films de Nolan. En fait, ça se démarque de tout ce qui a été fait avec Batman
Batman précédemment. C'est soigné en fait, je trouve. C'est assez soigné et en même temps ça a un look un peu série télé des années 90. Et j'ai pas trouvé ça si dégueulasse au final. C'est-à-dire au début j'ai pas aimé et puis après je me suis dit moi finalement ça colle avec le traitement qu'ils ont de l'univers. Donc ça marche. J'ai un problème avec le casting, particulièrement Alfred et Bruce qui m'emmerdent un petit peu moi. J'ai été aussi emmerdé par quelques incohérences de scénario, genre Alfred qui débarque sur le lieu de l'assassinat des parents de Bruce Wayne alors que personne ne l'a prévenu. Et genre il arrive comme ça. Alors je sais, Ben a fait une blague très marrante en disant que peut-être Bruce était équipé d'un GPS. Je pense un badge GPS. Voilà, un badge GPS et que du coup il pouvait savoir où il était. Cela dit, c'est assez, c'est assez acronique. Anachronique. Non, pas anachronique. Achronique, ouais. Achronique, c'est-à-dire que c'est des vieilles voitures, mais ils ont quand même tous des téléphones portables. Ouais, mais si tu remarques, les téléphones portables, c'est pas des smartphones. Non, c'est vrai. C'est après. Non, mais je pense que ça se passe dans les années 90. Franchement. Non, moi je pense qu'il n'y a pas d'époque. Bon, pour résumer mon truc, moi globalement je trouvais que c'était une sorte d'intro assez prévisible. Tu sens que toute la saison 1 va s'articuler autour de l'enquête sur le meurtre des parents Wayne. Ce sera pas pire qu'un comic books de Geoff Jones et Jim Lee genre Hush, mais ça pourrait être tellement mieux que du coup moi je suis un peu sur la réserve pour le moment. Est-ce que Ben, toi tu as apprécié tous les name dropping, les pingouins, Edward Nigma qui pose des questions? En fait, déjà de base j'ai trouvé, je m'attendais, j'étais pas aussi réticent que tout le monde parce que je trouvais que si on m'avait dit c'est une énième série sur Batman ou même tu vois une origin story etc, j'aurais dit bon ok on en a vu plein mais je vais quand même regarder parce que Batman etc, mais l'idée, l'angle d'attaque du truc, c'est-à-dire se mettre dans la jeunesse de Batman mais en fait plutôt le personnage central c'est Gordon et Gotham, d'où le nom, la ville. Voilà la ville, j'ai trouvé ça intéressant donc j'ai regardé vraiment même si effectivement j'avais une réserve en me disant, en ayant vu les premières photos notamment Selina Kyle qui va devenir Catwoman, qui a une gueule assez dégueulasse. Effectivement, qui ressemble au meurtre des parents, ressemble à Michelle Pfeiffer. Un peu avec les yeux. Putain, vous êtes pas sympa avec Michelle Pfeiffer, les gars. Donc, en gros, je suis parti avec un petit a priori, mais j'ai quand même regardé et. Comme dit Joe, j'ai trouvé l'esthétique sympa, j'ai trouvé l'approche vraiment cool. Comme dit Adrien, effectivement, on n'est pas à notre époque, on sait pas trop, même si moi j'ai l'impression qu'on est un petit peu dans les années 95. J'ai apprécié le name dropping effectivement. tous les petits détails, genre on voit qu'un acteur, on voit que le personnage, on sait pas tout de suite qu'il s'appelle Oswald Cobblepot, donc qui est le nom du pingouin, mais on le voit avec un parapluie, ce genre de petits détails, etc. Ça j'aimais bien. Il y en a qui aiment pas, moi j'aime bien. Après, ils ont poussé. C'est-à-dire qu'à un moment on voit Ivy, donc Poison Ivy, qui est petite fille, elle a du lierre sur elle sans aucune raison. Ok, donc on sait. En fait, en gros, un truc que j'aime bien. Il y a un mec qui bosse dans la police qui pose plein de questions. Il dit non, pose pas de questions. C'est le mystère. Génial. Ouais, c'est ça. En fait, un truc qui font dans Arrow que j'aime bien, c'est-à-dire des petits détails, ça marche. Là, ils ont essayé de faire pareil, mais peut-être parce que c'était le numéro 1, donc ils ont chargé la bulle de ouf un peu trop. Le truc c'est quand même Jada Pinkett Smith qui fait My Little Penguin. Ouais, c'est genre arrête, on a putain de compris. Celui qui fait passer des auditions à un comics raté, un comic raté qui fait des blagues. The Joker. Est-ce que ça va être The Joker? Non, c'est The Comedian. Non mais je vais en reparler. Ah bon bah alors fermez vos gueules parce qu'Adrien va en parler. On va passer la parole à Adrien. Alors tu conclus pas. Non bref, en tout cas voilà, en fait j'ai pas vraiment. Je veux dire que tu concluais pas. Je dis pas que j'aime bien, je dis pas que j'aime pas, j'attends vraiment de voir ce qu'ils vont faire parce que pour l'instant ils ont chargé la mule du pilote un peu trop, on était saoulés. Dans le 2 ça commence à se distiller, c'est plus intéressant et c'est plus policier etc. Donc j'attends vraiment, avant de juger vraiment sur pièce, j'attends de voir ce qu'ils vont en faire. D'accord. Adrien. Ouais. Donc oui, non, pour revenir sur le coup du Joker là en fait. Donc oui, clairement le pilote pêche par trop de fanservice, ça va beaucoup trop loin, trop fort tout le temps. Moi ça c'est parti sur donc l'assassinat des parents et ça m'a saoulé parce que je me suis dit ok d'accord en fait c'est pas sur Gotham, c'est sur Batman, ils ont pas réussi, ils ont pas eu les couilles de leur parti pris quoi. Mais en fait à partir du 2 et du 3 ça se dilue et on commence à voir des enquêtes etc. Pour le coup du Joker en fait ça va être une espèce de running gag. Ouais, j'ai l'impression c'est des easter eggs. En fait dans chaque épisode ils vont faire croire que quelqu'un pourrait être le Joker, et du coup moi ça me fait marrer. Oui, parce que là ça devient du fanservice mais malin, c'est une énigme. Là c'est plus malin, c'est plus intéressant de suivre ce genre. Sauf qu'à un moment on va voir un acteur connu quoi. Et on va dire ah bah oui bon là d'accord. Alors un mec avec une veste violette. Ouais mais ou même pas, enfin peut-être qu'en fait ils le feront jamais, mais juste ça va devenir un petit peu un jeu et voilà. Alors je voudrais revenir sur des points que j'ai notés pendant que je regardais le premier et le deuxième épisode. Barbara Gordon. Pourquoi elle s'appelle Barbara Gordon?
Mais c'est déjà arrivé ça dans les comics en fait que normalement Barbara Gordon c'est la fille de Gordon actuellement, mais en fait Barbara Gordon a déjà été la femme de Gordon. D'accord. Est-ce qu'il pourrait faire un pied de nez, donc ou alors même si ça avait déjà été fait, de la tuer en milieu de la saison, de rendre James Gordon un peu plus vénère et genre vraiment nommer une fille qui va sortir de part, Barbara à nouveau. Et je sais pas, mais en tout cas ils peuvent effectivement vu surtout en plus le portrait qu'il dépeigne de la femme de Gordon actuellement. Ouais, voilà, on dirait que c'est une ex-lesbienne, qu'elle a un passé un peu trouble. Donc peut-être qu'effectivement ils vont orienter. Pas parce qu'elle est lesbienne. Hein. Non, pas parce qu'elle est lesbienne. Je préfère préciser. Vous avez bien raison. Et peut-être qu'ils vont transformer le personnage de Gordon en personnage un peu Millerien, Frank Millerien, pas Henry Millerien. Et donc il va devenir un peu badass petit à petit. Mais bon, pour le moment, on voit pas vraiment vers où ça va. Et le dernier point que je voulais soulever avant que Ben me coupe la parole. J'ai rien dit. Parce que là on je respire. J'ouvre la bouche pour respirer. Vous avez grillé le petit node au MCU. Ah non. Donc oui, moi tu crois que c'est fait exprès? Je pense quoi parce que il s'appelle. Vas-y, excuse-moi Adrien. En fait, il y a genre il y a le commissariat et en fait ceux qui s'occupent des crimes, enfin genre les fédéraux, tu vois, enfin genre à chaque fois ils ont les ennemis. Montoya exactement. C'est le Major Crime Unit et du coup ça les fait chier et donc c'est le MCU. Comme Marvel Cinematic Universe. Je sais pas si clairvoyant. D'accord. C'est peut-être fait exprès. Ah oui, il y a moyen que ça fait exprès. C'est rigolo aussi. Et dernier point, et on se quittera là-dessus. Trident Enterprises. Trident. Oui. C'est Aquaman. Bah oui, voilà. Donc c'est Aquaman quoi. Oui, mais là ils en parlent comme d'une corporation méchante. C'est parce que à mon avis ça on va juste pas en entendre parler, c'est peut-être juste un clin d'œil. Moi je pense que c'est juste un clin d'œil. Fan service mal placé. D'accord, bon voilà. On est méga à la bourre. Donc Gotham est disponible donc sur mytf1.fr ou par d'autres moyens. Mais sur mytf1.fr, donc c'est cher mais voilà, vous avez pas le choix. Sinon c'est Adopi. C'est fini Adopi mon gars. On va se quitter là-dessus les amis. D'accord. Merci à tous les chroniqueurs de d'être là, d'avoir. Ça c'est un lancement de merde. Super, merci les gars. Lancement de merde. Voilà. Merci Adrien. De rien. Merci Ben. Mais de rien. Merci Joe. Avec plaisir. Petit bisou à Clémence qui est avec nous. Et merci à Gaylor depuis l'Irlande. Je voulais vous rappeler, temps écoulé, je sais. Je voulais vous rappeler que donc vous pouvez nous suivre sur Twitter @comicsoutcast, réagir avec le hashtag comicsoutcast, vous abonner à notre groupe Facebook. Comicsoutcast, ou même notre page Instagram. C'est toujours pas une page. C'est un compte. Voilà. On va rappeler que Comics Outcast est une émission qui est produite par Radio Kawa d'ailleurs et diffusée sur Synops Live. Sachez également que vous pouvez nous réécouter à l'infini, que ce soit sur la page de l'émission radiokawa.com/comics-outcast ou alors sur iTunes en vous abonnant au flux. On vous mettra ça sur le site. Nous, on vous donne rendez-vous le 24 octobre. Il y aura Koh-Lanta. On s'en fout. Voilà. Je vous fais plein de bisous, je vous remercie de nous écouter, vous êtes de plus en plus nombreux, ça nous fait vraiment plaisir. Et n'hésitez pas à nous dire ce que vous aimez, ce que vous aimez pas, nous proposer des titres sur les réseaux sociaux. C'est moi qui fais ma conclusion. Ah pardon. Allez, lisez bien dans 2 semaines et des bisous à tous. Ouais.